Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau YouTube Live de Splend, toujours avec Sylvain aux manettes. Salut Sylvain. Et puis, euh, et puis pour ce nouvel épisode, on va retrouver Chloé Richard. Salut Chloé. Salut! Et Faustine Sternberg. Salut Faustine. Salut à vous. Avec vous deux, on va parler d'une super toile d'araignée, et ça n'étonnera personne. Au centre de cette toile d'araignée, il y a l'agro-industrie, mais avec un prisme un peu différent, celui des lycées agricoles, à la fois privés et publics. Alors ça étonnera pas grand monde non plus, mais l'enseignement agricole est une affaire privée en Bretagne plus qu'ailleurs. 80% des 15 000 élèves sont scolarisés dans des lycées catholiques ou des maisons familiales rurales. Et on verra l'incidence que ça a, notamment sur l'enseignement de l'agroécologie et de l'équilibre des lycées publics. Mais peut-être avant de commencer, Chloé et Faustine, comment vous est venue l'idée de creuser ce nouveau sillon de l'agro-industrie pour Splend? Il y a eu une alerte, il y a eu une envie, comment ça s'est passé? Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'à Splend, on parle beaucoup des sujets agricoles, de l'agro-industrie. Et on avait un peu, depuis le début, l'impression de tourner autour de cette thématique centrale, parce que finalement, où sont formés les agriculteurs? C'est dans les lycées agricoles, et c'est là où ils apprennent leur métier. Et donc, parler des pratiques agricoles, c'est hyper important, mais on avait envie d'aller voir vraiment dans les lieux de formation. Et c'est vrai qu'on nous avait parlé aussi, il y a plusieurs personnes qui nous avaient parlé de ce lieu. Depuis, on est plusieurs journalistes à avoir rencontré des sources qui nous disaient allez voir du côté des lycées agricoles, c'est intéressant ce qui se passe là-bas. Et donc, il y a un moment où on s'est dit allez, c'est parti, c'est le moment d'aller creuser. Voir l'influence en fait de l'agro-industrie, notamment dans les lycées agricoles. Et on le verra, une influence qui est partie liée à la FNSEA, avec un bel organigramme qui nous a valu des belles suées à faire, mais aussi un beau succès, tellement c'est clair, et c'est une marque de fabrique de Splend aussi de rendre visuelle l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces... D'ailleurs, sur combien de mois vous avez enquêté, Chloé? On a eu une phase de pré-enquête l'hiver dernier, 2025, donc c'était de janvier à mars, et après on a vraiment lancé l'enquête de mars à fin novembre, fin octobre, début novembre, Ouais. en comptant les congés l'été. Forcément, où là, il n'y a plus grand monde dans les lycées agricoles non plus. Voilà. Et justement, sur cette longue période, il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez balayé toute la Bretagne, et finalement, l'actu vous a guidé vers un volet qui ne devait pas forcément ouvrir cette série, Chloé. Et en plus, c'est marrant parce que c'est un volet plutôt urbain, puisque tu nous as emmenés à Rennes. Alors, qu'est-ce que Rennes a à voir avec les lycées agricoles? Eh bien, dans le nord-ouest de Rennes, depuis très longtemps, années 60, il y a des lycées agricoles historiques, notamment le lycée Saint-Exupéry, qui depuis quelques années est surtout connu sous le lycée, sur le nom du campus de Lande. Et donc, à la base, ça devait être plutôt le sujet qui allait conclure le dossier. Finalement, c'est le sujet qu'il a ouvert parce qu'il y a eu une actu qui est tombée dessus et on a dû vite réagir, on va dire. Et donc, c'est un campus qui abrite des écoles supérieures privées et des lycées agricoles et qui fait l'objet d'un turnover assez important, d'une direction qui est décriée par le personnel et d'un déficit de 1,2 million d'euros. Et en fait, c'est cette alarme-là, notamment autour d'un homme qui cristallise à la fois les pouvoirs et les critiques, c'est Jean-Marc Hainaut, et on verra peut-être tout à l'heure sa belle photo, puisque Splend, les enquêtes sont illustrées, et on a un dessin qui illustre parfaitement qui est cet homme. Mais justement, tu l'as dit, Chloé, The Land, avant même de parler d'agriculture, il faut parler d'un homme. Cet homme, c'est Jean-Marc Hainaut. Et comment est arrivée l'alerte sur ce conflit de gestion humaine, etc., avant même qu'on parle de pédagogie? Tu veux dire quoi exactement pour l'alerte? C'est comment est-ce qu'on a été informés, nous Oui, Oui, c'est-à-dire que... c'est la rédaction qui a reçu plusieurs alertes avant l'enquête et au cours de l'enquête sur The Land. Et aussi, on avait remarqué en amont qu'il y avait déjà eu un mouvement social un an avant
avec, disons, des revendications qui étaient encore présentes dans les alertes qu'on a reçues. À ce plan... Ah, Pierre-Yves a disparu. Tu veux que je continue? Jean-Marc Hainaut, du coup, c'est le directeur, enfin c'était jusqu'à il y a encore peu, donc de 2020 à 2025, c'était le directeur général de The Land. En fait, The Land, c'est vraiment une marque qui abrite d'un côté des écoles supérieures, de l'autre des lycées agricoles. Officiellement, c'était présenté comme le campus de la nouvelle ruralité. En 2025, quand le déficit a été annoncé, l'État a décidé d'intervenir et un divorce a été décidé entre les écoles supérieures et les lycées. Et aujourd'hui, Jean-Marc Hainaut a récupéré seulement les écoles supérieures. Et aujourd'hui, The Land, ça s'appelle The Land School of Management. Et ça n'a clairement plus rien à voir avec la ruralité. Et déjà avant, on se demande ce qui avait vraiment lien avec la ruralité dans les écoles supérieures, en dehors des lycées agricoles. Et le problème en dehors du déficit, qui a du coup alarmé à peu près tout le monde, le personnel, comme l'État, de 1,2 million d'euros, il y a aussi eu la question de la visibilité des lycées. Beaucoup de personnes se plaignaient d'avoir des lycées qui étaient rendus invisibles par une communication très omniprésente sur The Land et sur Jean-Marc Hainaut, qui est quand même une personnalité qu'on voit pas mal dans les médias régionaux, en tout cas. C'est quelqu'un qui écrit des livres, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en avant par son propre site web aussi. Et donc, depuis janvier, je crois que c'est depuis janvier ou fin décembre, officiellement, les deux entités sont séparées entre le privé et le public, mais le divorce doit être encore digéré, on va dire, parce qu'on ne sait pas qui va récupérer le déficit de 1,2 million d'euros. Est-ce que c'est au lycée de payer le prix pour cette gestion qui a entraîné ce trou dans la caisse, ou est-ce que c'est à la direction? Sachant que c'est quand même un peu inédit d'avoir en soi une association de gestion de lycée agricole avoir un déficit aussi énorme. Il n'y a pas normalement d'imprévu qui entraîne un trou aussi énorme dans la caisse. Mon téléphone avait grillé, mais ça arrive. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est aussi que ça met au centre, normalement, il y avait une autonomie, si j'ai bien compris, entre le lycée agricole et The Land, et on voit bien que finalement, cette autonomie-là, elle a amené à des situations alarmantes au niveau des professeurs, au niveau des étudiants, des élèves. Ce n'est pas qu'une question d'argent, ce que vous avez démontré. Non, il y avait un mal-être manifeste au travail avec l'inspection qui a été alertée elle aussi plusieurs fois, la DRAF, donc c'est l'antenne régionale du ministère de l'Agriculture, le CNEAP aussi, qui est la fédération des réseaux d'enseignement privé, parce que du coup, The Land, ça appartient à un lycée agricole privé, catholique à la base. Et donc, non, il y a eu pas mal d'arrêts de travail qui nous ont été remontés de la part du personnel, des élèves qui désertent le lycée. Donc, The Land, on a parlé de Rennes surtout, mais il y a historiquement, les lycées Saint-Exupéry, c'est Rennes, Vitré et la Garge de Bretagne. Et à Rennes, où il y a le campus principal de The Land, à la rentrée dernière, il y a eu 10% d'élèves en moins. Sur les 418, il y avait une quarantaine en moins, ce qui est énorme comme baisse en une seule année. Et ce que le personnel des lycées déplore ou déplorait, puisque du coup il y a eu un divorce depuis, c'était vraiment une invisibilisation des lycées, des moyens mis pour les écoles supérieures, et les enseignants à côté et les élèves des lycées agricoles étaient oubliés. Et donc, ce papier, il sort, tu l'as dit, Chloé, on est fin octobre, on est le 30 octobre, après des mois d'enquête. C'est intéressant parce que à la fois, ce plan prend des mois pour enquêter dans une rigueur, dans un fond, dans un contradictoire, en même temps est en capacité de réagir. Et pour expliquer ce que les gens aiment bien comprendre un peu les coulisses des fois des enquêtes, c'est que pourquoi ce dernier volet est devenu le premier, c'est que justement début novembre, il y avait une vraie actu sur cette direction décriée et ce déficit alarmant, avec des institutions qui sont compliquées à atteindre quand on est journaliste d'investigation.
Or, ce papier est arrivé à un moment où les institutions ont pu peut-être, tu nous le diras, se saisir de nos infos, puisqu'après ça a été assez vite, hein, finalement, le déroulé du divorce, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça, nous on a sorti le papier le 30 octobre et à la rentrée, à la Toussaint, donc le 4 novembre ou le 6 novembre, j'ai un doute sur la date, il y a eu une réunion à Rennes sur le campus où du coup il y avait le ministère de l'Agriculture qui était là avec le CNEAP et il y avait la DRAF aussi, l'antenne régionale du ministère de l'Agriculture. Et de là, il a été décidé qu'il y aurait justement le divorce. Je disais ça aussi quand tu étais parti, Pierre-Yves. Le divorce entre les écoles supérieures et les lycées. Oui, je crois que c'est mon téléphone qui... donc, ne soyez pas inquiets. Un clavier. Ouais, on pense que je tape et que je fais autre chose. Non, mon téléphone, je crois que mon téléphone est en train de mourir, mais on va quand même faire ce live jusqu'au bout. Et donc, je parlais de ces institutions parce que peut-être ce que les gens ont découvert en lisant ce volet, c'est la foultitude de tutelles en réalité pour ce genre de lycée. Beaucoup de tutelles pour pas beaucoup de paroles, hein, parce qu'elles sont nombreuses, mais alors pour obtenir des réponses de leur part et pour pouvoir avancer dans l'enquête, ça a été la croix à la bannière, hein, si je me souviens bien. C'est ce qui a fait, je pense, vraiment que l'enquête a duré très longtemps. C'est que personne nous répondait ou on nous répondait à côté. Du coup, avec Faustine, pour tous les sujets qu'on a fait, donc pas seulement The Land, hein, mais la question de l'agroécologie ou de l'agro-industrie dans les lycées, on a dû faire des demandes CADA. Donc c'est la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Et pour avoir accès à certains documents qu'on pourra détailler ensuite si vous voulez. Et disons que là, c'était surtout pour la DRAF, pour les institutions, mais même le CNEAP, qui est du coup une association de réseau d'établissements d'enseignement privé catholique agricole, tous ont brillé par leur silence. Ça, c'était assez alarmant. Et en fait, c'est ce qui a étendu l'enquête, c'est de faire une demande CADA pour avoir accès à des documents. Il faut attendre 1 ou 2 mois avant d'avoir une réponse, puis ensuite relancer l'institution en disant on vous donne encore 1 mois pour nous donner les documents, parce qu'on a eu que des avis favorables à tous les documents qu'on réclamait auprès de cette commission. Et toujours rien. Et d'ailleurs, Faustine, ça a donné lieu en décembre, lors de la campagne de dons, à une vidéo où tu expliques que finalement, ce droit au silence qui nous est imposé est contre-productif pour tout le monde, mais en premier lieu pour l'investigation et pour les citoyens. Hein. Ah oui, complètement, effectivement. C'est assez terrible pour finalement pour nous en tant que journalistes qui choisissons des sujets d'intérêt général, qui voulons informer nos lecteurs sur tout le monde. Je veux dire, en plus c'est des institutions publiques, donc elles ont d'autant plus le devoir d'informer et d'être transparentes sur leurs données. Donc là, on parle de la DRAF, la direction régionale donc de l'agriculture et de la forêt qui est en Bretagne, qui est, comme disait Chloé, l'antenne régionale du ministère de l'Agriculture, et qui s'occupe du suivi des lycées agricoles en Bretagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans l'enseignement général, l'inspection qui donc dépend du ministère de l'Éducation. Là, vraiment, les lycées agricoles dépendent du ministère de l'Agriculture et donc de la DRAF à l'échelle régionale. Et donc, c'est cette DRAF que nous, on a essayé de contacter tout simplement pour échanger avec eux, parce que forcément, si on parle de lycée agricole, on a besoin d'échanger avec ceux qui sont les premiers concernés. Et donc déjà, la demande de documents administratifs, qui sont des documents que tout citoyen a le droit de consulter, en fait, n'a essuyé que des refus. Donc, on a demandé énormément de documents différents, notamment la composition des conseils d'administration des lycées privés. On a demandé aussi concernant les comptes, comme pour The Land, on avait besoin de voir un peu ce qui se passait dans ces lycées. Est-ce que l'argent de l'État, parce que c'est l'État qui finance ces lycées, est-ce que l'argent de l'État est utilisé à bon escient? Est-ce que justement, il n'y a pas... comme pour The Land, hein. The Land, typiquement, avec le déficit majeur qu'il y avait, c'est l'exemple même d'un dysfonctionnement dans l'usage de cet argent. Donc voilà, on a demandé des données, mais on a aussi demandé des entretiens. Et ces entretiens, en fait, ont été refusés, ignorés.
pendant 6 mois, on a envoyé mail, on a passé des appels et c'est vrai que cette obstruction à notre travail journalistique, elle est très dommageable pour l'intérêt des lecteurs et nous, on a fait notre enquête quand même. On a été quand même au bout, mais en fait, ça aurait été plus riche. On aurait pu avoir des données plus facilement si les institutions avaient un peu plus coopéré. Et ça me rappelle le dernier YouTube Live sur l'hôpital où avec Caroline et Raphaël, il y a eu exactement ce même laïus en disant qu'aujourd'hui, obtenir des choses publiques de bon droit, ça devient quasiment impossible. Et justement, tu parlais de ces institutions publiques. Ce que révèle votre enquête, et ça c'est aussi un chiffre à retenir, c'est le rôle de la région Bretagne, dont la compétence n'est pas le financement des lycées agricoles publics. Or, Faustine et Chloé, vous révélez quand même que sur les 10 dernières années, un chiffre astronomique d'argent public a été distribué au lycée agricole privé breton. Déjà donner le chiffre et expliquer un peu ce que ça signifie, ce chiffre. J'y vais, oui. C'est énormément d'argent public facultatif qui est versé à des lycées agricoles. On aurait aimé savoir pourquoi la région Bretagne versait autant d'argent à ces lycées-là. On a, dans notre enquête sur les financements, on a regardé un peu quelle quantité d'argent allait à tel lycée. On voit que certains lycées ont beaucoup plus d'argent que d'autres par tête d'élève. Et parfois, ça frôle ou ça dépasse ce qu'un lycée public reçoit aussi de la part de la région Bretagne. Alors que là, c'est une compétence qui est obligatoire. La région en Bretagne est en charge des lycées généraux, mais aussi agricoles. Et, c'est 53 millions d'euros en 10 ans quand même, pour que les gens comprennent. 53 millions d'euros. 53 millions d'euros facultatifs. On a voulu interroger la région Bretagne pour savoir pourquoi cette générosité. On avait déjà vu des articles de presse qui étaient sortis sur le financement de l'enseignement privé. Globalement en France, il y avait une enquête de Mediapart qui montrait ce qui surnommait des bonus qui étaient versés par les régions dans les lycées privés. Et la Bretagne arrivait comme la région la plus généreuse par tête d'élève. Il y avait aussi la Gazette des communes qui avait fait un papier dessus sur pareil, l'enseignement privé et les financements. À chaque fois, la Bretagne arrivait en tête en termes de générosité. À chaque fois, dans ces papiers, la Bretagne et la région Bretagne a accepté de répondre aux questions des journalistes et d'expliquer pourquoi, au moins partiellement. Pour nous, à Asplan, on n'a jamais réussi à avoir une interview. On a dû commencer à interroger la région en juin ou en juillet, et le papier est sorti en novembre. Et on n'a vraiment jamais réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Parfois, on a reçu des documents, des captures d'écran en pièces jointes comme documents pour répondre à nos questions qui étaient pixelisés. C'était illisible. Et c'était 15 jours ou 3 semaines avant le bouclage, avant que le papier sorte, où on nous a dit que pour une question de logistique, personne n'était disponible pour nous répondre à Rennes. C'est toujours pas quel était le problème logistique à rencontrer le conseil régional. Mais ça crée un déséquilibre des moyens. Parce que les lycées privés ont différentes entrées d'argent que le public n'a pas et ont une gestion financière un peu plus souple que le public n'a pas, qui est vraiment dans un cadre beaucoup plus légaliste. Et donc, on se retrouve avec des lycées agricoles qui deviennent plus attractifs parce qu'il peut y avoir des financements juste via comment on dit déjà, quand on s'inscrit à l'école, on paye. Il y a ça, il y a le tarif à l'entrée. Des droits d'inscription. Des droits d'inscription, il y a ça. Même si ce n'est pas une école privée à 10 000 euros, c'est comme environ 1 000, 1 200 euros par an. Il y a ça, il y a la taxe d'apprentissage. On a réclamé, pareil, à la DRAF ou au lycée, la taxe d'apprentissage. Quel argent recevait-il de quelles entreprises? On n'a pas pu le savoir. Mais c'est des lycées privés les lycées privés se montrent beaucoup plus proactifs pour récolter cet argent que le public. Il y a ça, il y a une sorte il peut y avoir du mécénat, que ce soit par des événements annexes ou du matériel qui peut être fourni. Et du coup, il y a les subventions facultatives de la région Bretagne qui viennent, on va dire, aider à la santé des lycées agricoles privés, alors que les lycées publics, eux, ne reçoivent pas d'argent bonus pour leur fonctionnement. Et on l'a vu aussi dans votre enquête, pour le coup, le transport, c'est une compétence régionale.
Et là aussi, il y a un truc assez extraordinaire sur les histoires d'abribus, de lignes de bus, qui sont là aussi, sur argent public, faites pour privilégier les effectifs du privé. Et ben oui, alors en fait, sur les lignes de bus, ce qu'on a pu découvrir, qui est assez intéressant, c'est que les lycées publics, parce que donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il n'y a pas le même traitement des lycées publics et des lycées privés, mais les lycées publics ont moins de liaisons de bus que les lycées privés. Tout simplement parce que ils ont des bus, des lignes de bus publics. Et ces lycées sont situés en général en pleine campagne, et donc ça fait que c'est assez limité, notamment pour les internes qui arrivent le dimanche soir, qui repartent le vendredi soir, c'est pas forcément adapté. Et de l'autre côté, on a les lycées privés qui ont les moyens de mettre en place des lignes de bus spécifiques pour les internes et qui desservent toute la Bretagne. Et donc forcément, c'est plus simple d'y aller et c'est un atout très important, qui peut aussi expliquer qu'on se retrouve, c'est un des nombreux critères qui explique qu'on se retrouve avec 80% de l'enseignement agricole qui est privé. Carrément, les mastodontes de l'enseignement agricole en Bretagne, c'est des lycées privés. Et peut-être que la facilité d'accès est un des éléments. Et ça n'empêche pas la région Bretagne de continuer à subventionner largement cet enseignement privé. Et là, on va pouvoir, Sylvain, si jamais tu peux nous projeter ce fameux organigramme, parce que Chloé, tu parlais de ce côté proactif des établissements privés catholiques, mais évidemment, ça ne vient pas de nulle part, ce côté-là. Ça vient de l'omniprésence d'un syndicat majoritaire qui s'appelle la FNSEA dans les conseils d'administration de ces lycées. Et déjà, peut-être encore un peu de méthodo, parce que quand on voit votre organigramme, c'est hyper clair, on voit bien les liens, les noms, mais déjà, est-ce aussi évident et clair de pouvoir trouver les noms, de pouvoir trouver les liens entre les syndicats, entre les conseils d'administration, entre des coopératives, etc. Un petit peu de méthodo, puis après, je vous proposerai de rentrer dans le vif du trombinoscope, si vous voulez bien. Tu veux y aller, Faustine, sur l'organigramme ou j'y vais? Non, j'y vais, ok. Déjà, pour savoir un peu quelle partie de l'agro-industrie ou qui de la FNSEA était dans les lycées agricoles, ce qu'on a voulu de base faire, c'était réclamer la composition des conseils d'administration. Donc, ils sont différents entre le public et le privé. Dans le public, il y a des collèges à respecter avec l'État, les représentants du personnel et les représentants de la profession. Là, il faut réclamer à la DRAF. On l'a fait. On ne les a pas eus pour une question de RGPD. On a juste pu savoir qui étaient les présidents des conseils d'administration, qui sont tous des élus régionaux. Pour la composition en détail, on n'a pas pu la voir. Pour le privé, c'est différent. Le privé, il n'y a pas du tout de quota ou de collège à respecter. N'importe qui peut être dans un conseil d'administration. Les lycées privés sont gérés par des associations de gestion, associations qui sont déclarées normalement en préfecture. On a réclamé dans les greffes des associations de chaque préfecture de Bretagne la composition de ces assos, donc qui est OCA. Ils n'avaient pas ces documents. Donc là, on parle d'associations de gestion qui reçoivent des millions d'euros d'argent public, qui ne déclarent pas, qui composent ces associations à la préfecture. Et directement, en fait, quand on a démarché les préfectures, c'était donc il y a 1 an quasiment, on nous a renvoyés vers la DRAF. Et là, en fait, on est rentré dans une inertie. On a jamais, vraiment, là, on a vraiment piétiné dans la semoule. On n'a pas du tout réussi à avoir la composition des conseils d'administration, d'où la demande du coup CADA qu'on a fait avec Faustine pour la réclamer. Les seuls noms qu'on a réussi à trouver avec Faustine, c'est en fait en faisant un peu de l'open source, en faisant des recherches sur Internet, sur différents sites, ou juste en tapant des noms, en faisant des recherches lycée par lycée, à trouver le nom des présidents, parce qu'ils ont un peu un rôle de représentation. Et du coup, c'est des têtes plus faciles à trouver. Mais après, qui sont les trésoriers, qui les composent, ça, c'était impossible. Le seul établissement privé pour lequel on a réussi à avoir la composition du conseil d'administration, c'est étonnamment The Land. Le groupe scolaire Saint-Exupéry, donc les lycées agricoles et historiques du pourtour de Rennes, qui, eux, étaient à jour et quand il y avait un changement de bureau, déclaraient le changement de bureau auprès de la préfecture, quoi. Ce qui n'est apparemment pas le cas des autres lycées privés en Bretagne, puisqu'on attend toujours ces documents aujourd'hui. Oui, et je rajoute que même les professeurs qui travaillent dans ces lycées ne connaissent pas la composition de leur conseil d'administration, alors même que ces conseils d'administration participent aux décisions stratégiques en fait, du lycée,
en fait, à la vie quotidienne de ce qui se passe dans leur propre lycée. Et ils n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas participer en tant que... Il n'y a pas de représentants des enseignants ou des salariés dans ces conseils d'administration. Et c'est d'ailleurs une des demandes, en fait, il y a carrément une proposition de loi qui avait été déposée par la France Insoumise pour demander que les enseignants et les salariés puissent avoir des représentants au sein du conseil d'administration, ce qui est déjà le cas dans les lycées publics, et qui paraît quand même une évidence en termes de transparence, ce qui aurait permis notamment d'avoir accès facilement à la composition de ces conseils d'administration. À Zeeland, par exemple, les statuts de l'association de gestion du groupe scolaire Saint-Exupéry permettent officiellement aux parents d'élèves d'être membres de l'association, du CA, ou d'assister aux AG. Et ça a été la croix et la bannière pour pouvoir juste savoir à quelle date était l'AG ordinaire ou extraordinaire de l'association, et y assister impossible. Enfin, vraiment, personne. C'était vraiment difficile d'y rentrer. On ne sait pas quand est-ce que le bureau était renouvelé, quand est-ce qu'on pouvait se présenter. C'était inaccessible. Et même les syndicats, on pourrait imaginer que les syndicats pourraient accéder à ces conseils d'administration, mais même les syndicats et les représentants syndicaux n'y ont pas accès. Alors, en fait, ils peuvent y accéder, je crois, une fois dans l'année. C'est lors de la présentation des comptes. Et ce droit-là, il n'est même pas respecté dans la plupart des cas. Donc voilà, même les syndicalistes sont désolés de ne pas pouvoir. Ils étaient désolés de ne pas pouvoir nous expliquer, nous présenter en fait les compositions de leur propre conseil d'administration, quoi. C'était vraiment, en fait, c'était vraiment mission impossible d'obtenir ces listes-là. Et on a seulement réussi à avoir le nom des présidents, comme disait Chloé, par des recherches en ligne ou aussi en discutant avec les professeurs, etc., quoi. Et d'ailleurs, cette opacité, c'est beaucoup revenu dans les questions posées dans les commentaires suite à la publication de l'enquête, en disant, mais est-ce que même tous les membres des conseils d'administration sont au courant de ces liens endogames avec le syndicat de la FNSEA ou avec des coopératives? Est-ce que ça, vous avez pu le mesurer, ou ça restera une opacité totale? Ils sont certainement au courant des liens, parce que je veux dire, les présidents de ces conseils d'administration, on parle des lycées privés, hein, c'est quand même, c'est vrai que leur parcours est évidemment en lien avec la FNSEA ou avec l'agro-industrie. C'est vrai que si on commence à rentrer un petit peu dans cet organigramme, et donc du coup on regarde le parcours des présidents de ces conseils d'administration, on a par exemple Danielle Even, qui est la présidente du conseil d'administration du lycée Pommerit, qui est un des plus grands lycées agricoles bretons, et qui a été présidente de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, qui a été présidente du lobby agriculteur de Bretagne, qui est un lobby pro-agriculture intensive, qui est aussi éleveuse de porc en intensif. Et donc, du coup, je veux dire, c'est un personnage connu, finalement, du monde de l'agro-industrie. Et comme par hasard, d'ailleurs, le lycée dont elle est présidente, le lycée agricole donc Pommerit, est un des lycées le plus accueillants pour ce lobby agriculteur de Bretagne, c'est-à-dire qu'il participe à énormément d'événements avec ce lobby, ils l'accueillent au sein de leur établissement. Pendant leur porte ouverte, par exemple, il y a un stand où ils sont présents. Sur leurs réseaux sociaux, ils n'hésitent pas à mettre en valeur cette association pro-agro-industrie. Donc voilà, c'est ce genre de lien évident. Donc je pense qu'effectivement, les membres des conseils d'administration n'ont pas pu échanger avec eux. Mais en majorité, il faut savoir que c'est souvent des agriculteurs, parce qu'il y a le côté historique, et leur entrée dans ces conseils d'administration se fait par cooptation. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui se connaissent entre elles et qui historiquement, du coup, de génération en génération, se sont transmis presque ce conseil d'administration. Et donc oui, c'est une évidence que là, nous, on a vraiment fait l'organigramme un peu, c'est le dessus de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est les présidents, mais c'est une évidence que les membres de ces conseils d'administration font partie des mêmes milieux professionnels. Et tu l'as dit, par exemple, Danielle Even, qui est un personnage central et connu, et tu as parlé un peu de ces mises à disposition aussi des élèves, c'est-à-dire que
Votre enquête montre aussi qu'au-delà de la pédagogie, sur des histoires de communication, de marketing, etc., mais quoi de mieux finalement que d'envoyer ces petits jeunes dans les coopératives, au salon de l'agriculture, etc., pour, sous couvert de cours de communication et de marketing, en fait, faire la promotion purement et simplement du syndicat majoritaire ou des coopératives majoritaires. Et là, on est carrément dans le mélange des genres, et c'est ce que votre enquête démontre très bien, quoi. Oui, bah oui, c'est vrai que ce qu'on a pu voir avec Chloé, on a pas mal passé de temps, notamment sur les réseaux sociaux, les pages des réseaux sociaux de ces établissements, parce qu'ils communiquent pas mal sur Instagram ou sur Facebook. C'est vraiment leur page officielle, et donc ils partagent beaucoup les sorties pédagogiques qu'ils font. Et c'est vrai qu'on a été surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel déferlement de marques de l'agro-industrie. Vraiment, moi, j'ai découvert les acteurs de l'agro-industrie à travers cette enquête. Je les ai jamais aussi bien connus qu'à travers cette enquête, parce que rien qu'en voyant les pages des lycées, en fait, on découvre tout le panel des entreprises qui sont parfois des grosses coopératives, ça peut être même des multinationales. Hein. Et donc, du coup, les élèves vont visiter régulièrement ces coopératives, ces multinationales, dans leurs sorties même voilà, pédagogiques dans des fermes. Chez des agriculteurs, ils sont presque toujours accompagnés par des représentants de ces coopératives qui viennent en tant qu'experts. Mais en fait, du coup, c'est toujours une certaine vision de l'agriculture qui est présentée. Et ce qui serait une agriculture paysanne, du coup, une agriculture paysanne qui n'est pas main et pieds liés à l'agro-industrie, reste vraiment minoritaire dans ces sorties. Vraiment, on a pu le voir. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu, mais ça reste minoritaire. Alors, un petit peu plus dans les établissements publics que dans les établissements privés, mais vraiment à la marge. Et on verra ce que ça induit en matière de pédagogie et de différents modèles d'apprentissage d'agriculture. Mais Sylvain fait remonter une question du chat. Là, on parlait des CA, des lycées privés. Quid des maisons familiales rurales? Est-ce que il y a ce même mélange des genres, il y a ce même entrisme de l'agro dans les CA des MFR? Alors, on n'a pas étudié les MFR, tout simplement parce que voilà, l'ampleur du sujet, le nombre de lycées agricoles est déjà très important. On a déjà dû, on va dire, faire un travail de sélection, parce que en fait, le secteur des lycées agricoles regroupe notamment les lycées de service, donc l'enseignement de service. Et du coup, nous, on a évacué les lycées qui étaient vraiment spécialisés dans le service. On a choisi d'étudier principalement les lycées qui proposent un enseignement agricole. Et pareil, les maisons familiales rurales, donc les MFR, on a pris la décision de ne pas aller enquêter sur ce secteur-là. Donc en fait, c'est des établissements, c'est des lieux d'enseignement agricole, mais qui sont du secteur donc associatif, et qui n'ont pas ce statut de lycée, qui sont assez différents. Du coup, c'est pas géré de la même manière, c'est pas le même enseignement. Alors, Chloé, je te laisserai peut-être expliquer un petit peu, mais on a pu pressentir en fait que l'enseignement là-bas était aussi très sous influence de l'agro-industrie, mais on n'a pas été voir directement. On peut dire qu'on s'en doute, mais ça nécessiterait une autre enquête. Oui, et de prime abord, les MFR par rapport au lycée paraissent plus difficiles d'accès en termes de sources. C'est des plus petits établissements où l'entre-soi paraît plus fort encore, même entre du coup la direction ou le personnel, que dans des lycées. Et comme disait Faustine, en fait, c'était déjà tellement un travail titanesque de s'intéresser que au lycée que, pour le moment, en tout cas, les MFR ont été mis de côté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet dessus. Ça pourra peut-être même donner lieu à un prochain épisode, puisque ce plan fonctionne aussi de gros dossiers d'enquête en fil rouge. Et des fois, il y a des choses qui s'esquissent pendant une enquête et puis qui finissent par aboutir quelques mois suivants, parce que, comme vous l'ont expliqué Chloé et Faustine, le temps de trouver les sources, les documents, de mettre la confiance en branle avec les personnes qui veulent nous parler, de saisir la CADA, de lancer des contradictoires, enfin voilà, ça prend un temps fou. Quid des lycées publics? Parce que là, on a parlé de la toute-puissance
de cet entrisme de l'agro dans les lycées privés bretons, mais il reste quelques irréductibles lycées publics. Vous pouvez nous en parler? Comment vous avez abordé cette question-là dans l'enquête et qu'est-ce que ça montre en termes de déséquilibre ou pas d'ailleurs? Oui, complètement. On a passé du temps aussi dans les lycées publics. Hein. On a vraiment. Finalement, nos volets parlent beaucoup des lycées privés parce que c'est ce qui ressortait le plus, qui était le plus évident en termes d'influence de l'agro-industrie ou de dysfonctionnement financier. Mais nous, on a pris le temps d'aller voir ce qui se passait dans les lycées publics et de comparer. Et clairement, il y a plus de volonté à enseigner, à produire autrement, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans les programmes d'enseignement, il y a vraiment, depuis 2014, il y a la volonté d'enseigner à produire autrement, c'est-à-dire de prendre en considération l'environnement dans les pratiques agricoles. Donc c'est inscrit dans les programmes et cette directive ministérielle, on va dire, est prise en compte beaucoup plus dans les lycées publics. Donc ça se traduit autant au sein des enseignements que des fermes, parce qu'il y a des fermes sur les lycées agricoles. C'est un lieu d'enseignement, un lieu pédagogique important. Et donc, du coup, on peut le voir, on peut comparer assez facilement entre lycées privés et lycées publics. C'est que les fermes des lycées privés sont beaucoup plus intensives, elles sont robotisées, etc. Donc, en fait, c'est beaucoup plus avancé vers un système agro-industriel. Après, voilà, lycée public, on va dire, c'est mieux dans l'enseignement à produire autrement. L'écologie a plus de place, les enseignants ont peut-être plus de facilité à aborder ces sujets, mais il n'empêche que c'est pas parfait et que ça reste poussif, hein, même dans l'enseignement public. On peut pas dire, Chloé, toi, tu as pas mal enquêté sur le lycée Bréauloux, notamment, qui est un lycée public, et tu n'as pas eu l'impression que c'était particulièrement tourné vers l'enseignement d'une écologie ou Non, même l'exploitation sur la ferme était connue pour l'exploitation porcine pour commencer à être vétuste. Ils ont manqué de financement de la part de la région pour rénover la ferme. Et en fait, j'ai eu l'impression que dans les lycées où il y avait plus d'agroécologie enseignée en pratique ou d'agriculture bio, c'était des lycées où il y avait pas, où l'atelier n'était pas de l'élevage. C'est plus facile à appliquer en maraîchage que refaire entièrement une porcherie ou un élevage et passer de l'intensif à l'extensif. Et c'est vrai que Bréauloux, en tant que lycée public, paraissait à la traîne par rapport à d'autres lycées comme Sucigno ou l'Heureux. Donc Sucigno qui est à Ploujean dans le Finistère et l'Heureux à Rennes et Bréauloux à Fouesnant dans le Finistère. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une forte influence des territoires. Et ça qui est intéressant, en vrai, ce sujet était d'une grande complexité et on n'a pas pu tout dire. Mais selon les territoires dans lesquels sont implantés les lycées, ça joue énormément sur l'ambiance, sur l'atmosphère qu'on y retrouve, et notamment sur le choix d'enseignement agricole. Il y a des lycées qui sont quand même assez engagés dans l'enseignement d'une agriculture biologique ou en tout cas d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, notamment les deux lycées dont a parlé Chloé, celui de Sucigno et celui d'Heureux, qui sont aussi des lycées qui sont peut-être plus urbains, c'est-à-dire qu'ils sont moins dans typiquement un lycée qui est dans un bassin d'agriculture intensive comme à Loudiac ou à Pontivy, ça se ressent tout de suite sur le type d'enseignement. C'est pas seulement sur la ferme agricole sur place, mais c'est vraiment sur l'ambiance au sein des enseignants. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés aussi sur le territoire. C'est aussi des personnes qui vivent sur... et vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus ou moins d'appétence pour un type d'agriculture. Et ça se ressent... du coup, ça se ressent dans les enseignements, dans les atmosphères, dans les ambiances. On a quand même eu pas mal de retours d'élèves qui se sentaient... presque parfois mis à l'écart parce qu'ils étaient plus attirés par un autre type d'agriculture. Voire des élèves, dans un lycée, on m'a dit un élève qui cachait l'identité de ses parents parce que ses parents étaient en agriculture biologique et qu'ils étaient même engagés dans le milieu, dans le milieu agricole de la bio. Et donc, du coup, ça crée parfois carrément
dans certains établissements, ça peut même être une mise à l'écart, ça peut être des conflits entre élèves, etc. Et ça, c'est un truc qui nous a surpris sur la place de l'agroécologie dans les lycées. En tout cas, moi, à la base, j'avais peut-être un préjugé où je pensais vraiment qu'on allait empêcher les enseignants d'appliquer tel ou tel programme ou interdire à des élèves de faire un exposé ou un sujet sur tel ou tel sujet thématique lié à la paysannerie ou à l'agriculture biologique. Ça ne nous a pas été remonté. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais ça ne nous a pas été remonté. Mais ce qui est surtout ressorti, c'était parfois de l'autocensure de la part des enseignants ou des choix dans le vocabulaire pour pas créer de tension en cours. Il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé sur la question du bio dans l'enseignement agricole et on parle de questions socialement vives parce qu'en fait ça crée des débats en cours parfois assez virulents, voire violents. Et du coup, non, on a plus vu des enseignants qui, quand ils voulaient bien faire les choses, y allaient avec précaution. Et face à eux aussi des élèves qui étaient ou enfants d'agriculteurs avec un savoir professionnel très fort, mais aussi très formaté et avec une façon de faire, ou des élèves aussi qui sont très influencés par tout ce qui est un peu agri-youtubeur. Donc c'est des jeunes garçons qui rêvent de gros tracteurs. Et du coup, alors qu'il y a des élèves aussi qui ne sont pas issus du milieu agricole, par exemple, qui voudraient s'installer plus tard et qui rêvent plus d'un modèle agroécologique, car plus facile d'accès aussi financièrement. En vrai, ça coûte moins cher de s'installer avec une ferme plus autonome qu'avec une ferme qui demande énormément d'investissement. Et c'était des profils qui existent, mais qui sont souvent, du coup, ceux-là assez minoritaires ou discrets selon certaines écoles. Et les élèves savent, si un élève va étudier à Pomeré-Jody ou à Susigno, c'est très orienté, ils savent ce qui les attend et ils savent qu'en faisant le choix dans tel ou tel lycée, ils ne vont pas apprendre la même chose. C'est comme disait Faustine, à chaque territoire, c'est très très marqué. C'est ça qui est intéressant, c'est effectivement, est-ce qu'il y a la caricature, si tu es enfant de maraîcher bio et que tu veux faire de l'agroécologie, tu vas dans le public, et si tu es fils d'un gros agri, tu vas dans le privé. Est-ce que c'est aussi caricatural ou c'est quand même plus nuancé? C'est peut-être pas aussi caricatural, mais en tout cas, parce qu'il y a des enfants qui sont enfants d'agriculteurs qui sont en intensif et qui vont aller dans le public. Mais c'est vrai que il va y avoir une préférence, je pense, quand même, pour les établissements privés. De toute façon, ils sont majoritaires, les établissements privés, en fait. Donc, c'est 80%. Donc, forcément, c'est là où on retrouve le plus les élèves. Ça n'empêche que les lycées publics arrivent à tirer leur épingle du jeu parce qu'en fait, ils sont dans des territoires où parfois il n'y a pas d'autres établissements. Et donc, il y a la règle de la proximité qui joue et qui fait qu'on retrouve quand même tous les profils dans ces établissements publics. Mais il va y avoir, dans ces cas-là, ça arrive quand même, on nous en a pas mal parlé, des enfants d'agriculteurs qui sont très intensifs, qui vont être dans un rejet de l'enseignement qu'ils reçoivent et qui vont dire ouais, on nous enseigne que de l'écologie, que de l'agro, que de l'agro-environnement, et qui se plaignent auprès de leurs parents. Et parfois, ça peut créer des tensions, du coup, et c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir l'autocensure chez les enseignants, parce qu'eux, ils peuvent avoir ensuite des retours de la part de leur conseil d'administration, qui sont souvent composés de personnes qui sont finalement des agriculteurs du territoire, donc potentiellement les parents des élèves. Et donc, du coup, ils se retrouvent un peu pris en étau entre des élèves qui peuvent rejeter ce type d'agriculture parce que voilà, y a tout un courant de pensée autour de l'agribashing. Donc eux, ils sont en fait sans forcément savoir, ils reprennent on va dire les éléments de langage du syndicat majoritaire agricole majoritaire, la FNSEA. Et du coup, et de l'autre côté, il y a le conseil d'administration qui va potentiellement, en fait, c'est arrivé, on nous a quand même fait remonter des cas où il y a eu, on a demandé au professeur d'annuler une sortie parce que justement c'était trop critique, etc. quoi. Donc, ouais, finalement, l'autocensure chez les profs, on en a quand même pas mal parlé. Alors, on parle de l'héritage de la loi, enfin de la directive de 2014 sous Stéphane Le Foll. C'était la présidence Hollande, hein, si je ne me trompe pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans votre enquête, vous parlez aussi de la loi d'orientation agricole qui a été votée en mars dernier, donc mars 2025, qui est censée se mettre en application en 2026, avec, vous appelez ça des démonstrateurs de transition.
Or, vous montrez que s'il y a une volonté, comme Faustine et Chloé vous l'avez dit, notamment dans les lycées publics, vous dites que là, encore une fois, les tutelles ne favorisent pas en fait cette mise en application. Et ça, encore une fois, c'est peut-être pas surprenant, mais c'est très éclairant. Oui, tu veux dire la tutelle du ministère de l'Agriculture? Oui, c'est sûr que forcément, quand on est sous une tutelle, ça influence les enseignements. La loi d'orientation agricole, alors la grande question, c'était est-ce que en gros, est-ce qu'il y allait avoir une reconduction des programmes enseignés à produire autrement? Parce que les programmes enseignés à produire autrement qui ont été mis en place sous le gouvernement Hollande, étonnamment, c'est une des bonnes choses que le ministre de l'Agriculture de l'époque, Yves Le Foll, a laissé à l'enseignement agricole, c'est l'enseignement à produire autrement. Et donc, ça a été reconduit tous les 4 ans. Ce programme enseigné à produire autrement, qui est donner de la place à l'environnement, à l'agroécologie. Et la question, c'était est-ce que ça va être reconduit? Là, ça devait être reconduit en septembre. En fait, ça aurait dû être reconduit l'année dernière et ça ne l'avait pas été. Donc la question, c'était est-ce que ça allait être reconduit là, en septembre 2026? Vu le contexte qui est quand même, on peut le dire, assez anti-écologie, hein, voire anti-agriculture bio, on a quand même l'agence bio qui va être complètement démantelée. Je ne vais pas parler de toutes les pressions qu'il y a vis-à-vis de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie, mais clairement dans un contexte compliqué. Et au sein des établissements scolaires, au sein aussi de différentes instances, parce qu'au sein comment expliquer, dans justement les structures qui gèrent l'enseignement agricole, il y a aussi des personnes qui se battent pour défendre l'agroécologie et qui travaillent pour le ministère, hein, mais qui se battent pour défendre cette agroécologie dans les établissements agricoles. Et du coup, eux, ils étaient inquiets sur ces sujets-là. C'est des personnes qui nous ont parlé en off et effectivement, ça a été reconduit. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été reconduit, mais avec un vocabulaire un peu différent. Donc, en gros, ils ont pu parler d'agroécologie. C'est-à-dire, il n'y a plus ce mot-là, mais il y a, prendre en compte l'environnement dans l'agriculture, etc. Donc après, il faudra voir surtout l'application de ces orientations, mais elles sont toujours dans les programmes. Donc, les lycées ont toujours normalement l'obligation de les mettre en application. Après, le truc, c'est, comme toujours, hein, nous, ce qu'on a pu voir, c'est quelle volonté il y a derrière. Parce qu'en fait, avoir des programmes, avoir des orientations, voire même, hein, ils avaient demandé à ce qu'il y ait un contrôle de ces orientations dans les lycées. Donc, ils appelaient ça le prépa. Alors, c'est le plan régional enseigné à produire autrement. En gros, c'était un bilan on va étudier dans tous les lycées agricoles quelles ont été les actions qui ont été mises en place. Et ça devait être la DRAF, donc la direction régionale de l'agriculture et de la forêt en Bretagne, qui devait faire ce contrôle. Et en fait, en Bretagne, ça n'a pas été fait. Donc, du coup, nous, on a demandé ce document. Ils nous ont dit, écoutez, il est toujours en état de brouillon. Donc, clairement, il y a un manque de volontarisme à soutenir ces politiques. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est dans les programmes, mais est-ce que le ministère, comme tu disais, la tutelle, finalement, elle est derrière pour pousser ces établissements à s'approprier ces programmes-là? Le document où on t'a dit qu'il était à l'état de brouillon, Faustine, c'était un document qu'on a réclamé en 2025 et qui aurait dû être publié, rendu public en 2019 ou en 2020. Donc 5 ans de brouillon, ça fait Voilà. ça fait quand même très long. Ouais. Sylvain, est-ce qu'il y a des questions sur le chat, par exemple? Le rectorat, du coup, en fait, ça, c'est éducation nationale. Et nous, on traite vraiment, comme je l'ai dit à un moment donné, mais c'était au tout début, les établissements agricoles dépendent du ministère de l'Agriculture. Donc, en fait, le ministère de l'Éducation et donc les rectorats n'ont
n'ont pas à faire avec ces établissements. C'est vraiment la tutelle des lycées agricoles, c'est le ministère de l'Agriculture. Et donc en Bretagne, la DRAF, qui est vraiment l'antenne régionale du ministère de l'Agriculture. Et ben on a répondu tout à l'heure, pareil, au sein de la conversation, c'était que non, en fait, ils ont pas de représentants au sein des conseils d'administration des établissements privés. Alors, c'est pas le cas dans le public, mais dans le privé, clairement, il y a vraiment une opacité. C'est ce qu'on a dénoncé dans notre enquête. Il y a une véritable opacité sur la composition et sur les décisions, sur la gestion de ces lycées par les conseils d'administration. Entre le privé et le public? Bah, on avait comparé ce que proposait pour le premier prépa, donc le premier plan régional enseigné à produire autrement, ce que mettait en place le public et le privé. Et je sais plus, le document faisait 30 pages, donc on a dit que 80% des élèves allaient dans le privé et 20% dans le public en Bretagne. Et là, dans le document, c'était l'inverse. 80% des pages étaient occupées par le public, qui développait tout ce qui allait être mis en place pour appliquer l'agroécologie. Et le privé, certains lycées étaient absents et d'autres, c'était très succinct, où il y avait du compost qui allait être mis en place pour la cantine. Enfin, vraiment, c'était pas du tout le... Juste à partir de ce document, on voyait que l'engagement n'était pas le même. Après, on a aussi remarqué que les enseignants avaient beaucoup d'autonomie. Donc, ce qui peut être une bonne chose en soi, parce que s'ils veulent être à fond agroécologie en cours, ils peuvent. S'ils veulent pas, ils peuvent aussi. Est-ce qu'il y a des contrôles derrière ça? C'est dans le public, oui, mais dans le privé, la question se pose. Je crois que Faustine, tu avais réclamé des documents d'inspection, non? Je sais plus. Je les avais réclamés aussi auprès de l'inspection, et puis je pensais même à des comptes rendus qui ont été faits au niveau national et qui montraient que rien qu'en termes de formation, par exemple l'accès à la formation sur l'agroécologie, les professeurs de l'enseignement public étaient 2 fois plus, en fait, avaient eu 2 fois plus de formation que ceux de l'enseignement privé. Et là, sur la réalisation donc, de ces plans, je disais des plans régionaux à enseigner autrement, donc les lycées privés, en fait, vraiment, le pourcentage était minime de ceux qui le réalisaient, alors que les lycées publics faisaient vraiment ce travail-là de rendre ces documents qui sont quand même la preuve d'actions qui ont été réalisées. Et en discutant avec plusieurs interlocuteurs, vraiment on a discuté avec des dizaines d'interlocuteurs, et les retours qu'on a eus sont vraiment unanimes, que le privé... moi, j'ai discuté avec notamment un ancien inspecteur de l'enseignement agricole qui disait que l'enseignement dans les établissements privés, il ne respectait pas les préconisations du ministère de l'Agriculture lui-même, quoi. C'est un argument qui nous a souvent été sorti, notamment quand on échangeait avec des directions de lycée, pour dire que il faut que les agriculteurs aient un emploi.
Sauf que d'une certaine manière, il ne tient pas vraiment debout cet argument parce qu'il y a la question du renouvellement des générations. Donc, ce qu'il faut former, ce n'est pas que des employés qui vont travailler dans des grosses fermes ou dans l'agroalimentaire. Ce qu'il faut former, c'est des futurs agriculteurs aussi. Qui peut s'installer où aujourd'hui on peut hériter d'une ferme qui vaut très très cher, où aujourd'hui on trouve une banque qui est d'accord de nous donner 1 million d'euros pour acheter une ferme qui coûte très très cher. Donc, les fermes agro-industrielles, c'est vraiment, il y a plus de surface, il y a plus de matériel, il y a plus de hangars. C'est pas le même prix que si on veut faire du maraîchage sur 2 hectares. Il me semble qu'en chiffres, les enfants d'agriculteurs qui sont de moins en moins présents dans l'enseignement agricole et notamment dans les formations pour s'installer, parce que c'est des formations spéciales pour devenir futur agriculteur. Il faut avoir une capacité agricole, ça s'appelle. Sont de moins en moins nombreux. Je crois qu'on est à 20% d'enfants d'agriculteurs et le reste, c'est des NIMA, donc des non issus du monde agricole. Quand on n'est pas issu du monde agricole, c'est plus dur de s'installer. Ça l'est encore plus si on veut adopter un modèle plutôt productiviste. Du coup, la question de l'emploi, en fait, quand on devient nous-mêmes notre chef d'entreprise et qu'on crée notre propre emploi, elle ne tient pas debout quand il faut, former à l'agroécologie. Et il y a plein d'études qui montrent aussi que l'agroécologie, de plein de manières différentes, c'est plus résilient, ça peut aussi être rentable, c'est juste qu'on sort d'une logique productiviste. Du coup, c'était un peu... je trouve que cet argument-là est facilement démontable, sachant que là, on parle d'installation d'agriculteurs plus que de techniciens de coopératives ou qui vont faire la traite le matin pour un chef d'entreprise. Et je rajouterais aussi que c'est aussi un des axes de la loi d'orientation agricole, de répondre aux enjeux du changement climatique. Et l'agriculture va faire face à d'énormes enjeux en termes de changement climatique, et on commence déjà à le voir. C'est vrai qu'il suffit de regarder l'actualité pour prendre conscience de l'impact des inondations sur l'agriculture ou de la sécheresse en été. Et pour faire face à ces changements, les agriculteurs, ils vont être obligés de faire évoluer leurs pratiques agricoles. Et l'agroécologie, c'est un des moyens de répondre à ces enjeux-là. Et c'est pour ça que finalement, le ministère de l'Agriculture, à la base, est à la manœuvre pour encourager cet enseignement, parce que les constats scientifiques vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que les constats scientifiques, c'est on n'a pas le choix, on va devoir faire évoluer notre agriculture. Quel type de choix après on va faire? Est-ce que ça va être l'appel, par exemple, à la technologie, parce que c'est un des axes qui est prôné par certains? Est-ce que ça va être au contraire une prise en compte plus importante de l'environnement? Après, c'est des choix qui appartiennent à chacun, notamment aux agriculteurs, mais ce qui est important, c'est aussi de montrer les différentes possibilités. Une question de neutralité, finalement. Et dans les lycées agricoles, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas cette neutralité. Quand à la fin d'un cursus, des élèves ne savent même pas ce que c'est la possibilité d'avoir un élevage qui s'appuie sur le pâturage, je veux dire, c'est quand même la base, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu le système pastoral, ça pose question. Et surtout que pour les formations adultes, pour se former à s'installer en tant qu'agriculteur ces dernières années, donc les BPREA, qui ont lieu dans les lycées agricoles, il y a eu de plus en plus de formations ouvertes pour former, je ne sais pas, au maraîchage bio, à de l'élevage plus paysan, on va dire. Mais ça concerne une population qui est un peu différente de celle des lycées. C'est des gens qui vont plus se reconvertir, se réorienter, ce qu'on appelle des néo-paysans. Mais ça montre aussi que la création de ces formations répond à une demande. Ça crée, pour juste contrer l'argument de sur le territoire, il y a des emplois, il faut répondre là. On peut proposer aussi des installations qui sont du coup différentes et liées à l'agroécologie. On le fait déjà du coup pour des adultes. Pourquoi pas l'inciter plus chez des lycéens, quoi. Moi, un des impacts que j'espérais, on va dire, qui en tout cas, ça a été pour moi une satisfaction, c'est le sentiment d'avoir été lu par des professeurs, voire ou en tout cas des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Moi, on m'a dit que l'enquête avait été beaucoup partagée, qu'elle avait fait du bruit dans les lycées agricoles et au sein des directions.
Et ça, c'est une satisfaction parce que du coup, ce qu'on espère, c'est que ça puisse, au sein de ce secteur-là, ça puisse aider finalement à mieux comprendre. Parce que quand on est dans un milieu professionnel, etc., parfois on a du mal à prendre du recul aussi sur ce qui se passe. Et que ça puisse aider dans les établissements privés. Ce que j'espère, c'est que ça puisse aider les enseignants à être représentés au sein des conseils d'administration, parce que finalement, c'est les premiers à défendre un enseignement alternatif, et du coup, qu'ils puissent, eux, être représentés au sein des conseils d'administration. Oui, c'est un syndicat enseignant pas de la Bretagne, je ne sais plus d'où il venait en France, qui, ça avait tourné l'article, il l'avait lu et il voulait se servir du contenu des enquêtes pour parler de la place de l'agroécologie dans l'enseignement. Mais oui, comme disait Faustine, un impact très intéressant qu'il pourrait y avoir, et on espère que le travail pourra servir d'une manière ou d'une autre à amener plus de transparence dans les conseils d'administration et une meilleure représentativité des différents profils qui composent le monde agricole et des possibilités qu'il y a d'enseigner l'agroécologie. Et qu'on retrouvera, parce qu'un autre des impacts, c'est que ça libère des paroles en interne. Et Chloé, on peut peut-être terminer là-dessus en forme de teasing, mais ce qui est intéressant, c'est que notamment le volet Zolande a eu l'effet d'une bombe. Là, c'est même pas un impact, hein. Il y a une déflagration extérieure et intérieure assez forte qui t'a amené à travailler sur un deuxième volet. Alors évidemment, on va rien révéler, mais on va juste donner l'eau à la bouche à nos auditrices, auditeurs. Disons qu'on a eu accès à des documents qu'on réclamait depuis longtemps et qu'on n'avait pas eu et qui permettent d'expliquer d'où vient le déficit de 1,2 million d'euros. Voilà, à suivre sur spland.org. Chloé, Faustine, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce live. Merci à vous. Merci. Sylvain, merci pour l'organisation et la technique. Et aux youtubeurs de nous suivre et de poser leurs questions. Ouais, je ne sais pas comment on dit, moi j'ai passé l'âge à ceux qui nous regardent. Et à suivre sur la chaîne YouTube de Spland, cette émission et toutes les autres, et celles à venir. Bonne soirée, salut, ciao. Bonne soirée. Oui.